Arsenal, OL, OL, Arsenal. Voilà une des deux affiches qui nous attend pour les demi-finales de la Ligue des Championnes. Ça va être un vrai banger. J'ai vraiment hâte d'y être, mais chaque chose en son temps. On va d'abord revenir sur les faits du match. On va décrypter le match. On va prendre son temps, bien évidemment. Vous savez comment ça se passe. Analyse, chiffres, notation aussi de la performance de certaines joueuses. Tout ça vous est livré tout chaud pour que vous puissiez le déguster. Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. Si vous aimez le format, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi des pouces, mettez des commentaires, faites quelque chose. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. C'est parti. Les schémas tactiques. Pour Joe Montemuro, on part sur un 4-3-3 avec un l'air dans les cages. La ligne défensive, une ligne une ligne, j'y arrive, de 4 joueuses à plat. On a Bacha, latéral gauche. L'axe central composé de Vanessa Gilles et de Wendy Renard, tout à fait classique. Et côté droit, Carpenter, Ellie Carpenter, l'internationale australienne. Au milieu de terrain modifié, dirons-nous. Alors, sur l'écran, au niveau des schémas tactiques, je me suis aperçu qu'en fait, on avait pratiquement une ligne aussi à plat de trois joueuses. Marot, plutôt côté gauche. Ips, alias Oran, euh, donc nouvellement, elle s'appelle maintenant Ips, hein, depuis son mariage. Donc c'est Lindsay Ips. Donc au milieu, juste devant la défense, et Egurola, Damaris, donc l'internationale hollandaise, plutôt côté droit. Moi, je pense, en ayant vu après le match, qu'on avait plutôt deux joueuses devant la défense qui étaient Marozan et Egurola, donc qui donnaient le là un petit peu à l'équipe. Et puis un peu plus haut, en quasi numéro 10, Lindsay Ips, qui soutenait donc le trio de devant, hein, Chawinga, Melchi Dumornay donc à la pointe, et Kadi Diani qui occupe toujours le poste qui était à l'aile droite. Voilà. Alors, d'aucuns diront que c'est le schéma tactique préféré de Joe Montemuro, c'est celui qu'il met pour les très très gros matchs. Je ne vais pas aller contre ça, mais je pense que dans sa tête, je le maintiens, je pense que dans son esprit, il y a peut-être une ou deux joueuses, alors qu'il ne met pas pour différentes raisons, on y reviendra, enfin moi j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, mais je pense que dans son esprit, par exemple, à la pointe, s'il le pouvait, il mettrait tout le temps Ada Egerberg. Je pense qu'il voit sa montée en puissance. Ça fait partie de son programme, le programme qu'il a mis en place pour la reprise en main, la montée en puissance d'Ada Egerberg, pour que sur les derniers matchs, il la titularise à chaque fois. Il la titularise maintenant quasi il l'a titularisé deux fois d'affilée en championnat et je pense qu'il va le faire pour les demi-finales contre Arsenal. J'en suis persuadé. D'autant plus qu'elle revient très 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 fort. Donc elle lui donne quand même des garanties de titularisation donc à ce poste. Et puis alors, il y a d'autres postes qui sont peut-être aussi discutables dans son esprit. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est parti sur ce schéma-là. C'était une option tactique. Il a dû penser que le Bayern allait démarrer très fort, allait vouloir absolument marquer un but. C'est la logique même, cette vision des choses, puisque le Bayern a quand même deux buts à remonter, donc ils n'avaient pas le choix que d'envoyer le paquet d'entrée de jeu. Donc il s'est dit forcément que le Bayern allait se découvrir et qu'avec ces trois joueuses qui aiment la contre-attaque, eh ben, ce schéma, enfin, cette configuration-là de match allait leur convenir parfaitement.
Donc je pense que c'est pour ça qu'il est parti sur Shawingham, Melchi Dumornay et Kadidiani. En face, Alexander Strauss, le coach du Bayern, a fait 5 changements par rapport à son 11 de départ, celui qu'il avait mis en place pour le match aller. Donc il est parti avec Gross qui revient, on l'a dit, hein, d'un cancer, donc chapeau à elle, dans les cages. Une ligne de 4 aussi, Simone, donc Caroline Simone, l'ancienne joueuse de l'OL d'ailleurs, qui est restée un an, hein, à peine. Enfin, dans l'axe central, donc Eriksson et Hansen, donc ça c'est du costaud. Donc il a remplacé Sambrant qui était vraiment passé au travers du match au match aller. Et c'est vrai que apparemment Vigos Dottir, qui n'était pas là pour ce match, qui a quand même aussi manqué, il faut le dire, à la défense allemande. Vigos Dottir est visiblement blessé, ou en tout cas n'était pas en forme pour jouer ce match de très haut niveau. Et Gwyn, donc l'internationale allemande, sur le côté droit de la défense. En milieu de terrain, donc il est parti avec Zigiotti, que je connais pas du tout. Zigiotti et Sidney Loman, l'internationale australienne. Un peu plus haut, donc quasi en 9,5, Perny Harder. Et puis une ligne quasiment de 3 avec Boule côté gauche. Euh, Damjanovic, excusez-moi, à la pointe. Et puis Tanikawa, l'internationale japonaise, côté droit. Voilà pour le 11 du Bayern. Donc Alex Strauss a fait ses changements parce que il voulait. Il a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au match aller, effectivement. Même si j'ai trouvé étonnant qu'ils mettent Dalman sur la, sur la touche, la magicienne, celle qui fait le jeu. Euh, mais bon, dans son esprit, il fallait créer quelque chose, un électrochoc, et impulser une dynamique qui puisse inverser la tendance par rapport au score. Voilà pour les schémas tactiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Il faut que vous me disiez, les Lyonnaises, parce que c'est vrai que on a assisté à une belle endormie tout au long de cette première mi-temps. Une équipe de l'OL qui ronflait, hein, qui faisait sa sieste. Et malgré les secousses, parce qu'elles se sont fait secouer par les Allemandes, rien ne les faisait sortir de leur sommeil. Un sommeil léthargique où voilà, l'OL a subi tout au long de cette mi-temps. Alors le Bayern a mis les ingrédients, effectivement, a mis beaucoup d'intensité, a, a confisqué le ballon aux Lyonnaises, a fait le jeu, a été l'équipe la plus dangereuse de cette première mi-temps. Rendez-vous compte, l'OL a eu 0 tir cadré dans cette mi-temps. C'est vous dire le niveau de jeu proposé par l'équipe. Et j'ai pas compris parce que en fait, il y avait certes 2-0, vous êtes vous avez plutôt voilà, vous pouvez voir venir les choses, mais là, elles ont plus que joué avec le feu parce que dans cette configuration-là, dans ce contexte-là, le Bayern ne s'est pas fait prier et a marqué un but à la demi-heure de jeu après avoir été dangereuse à plusieurs reprises, effectivement. Par l'entremise de Clara Bull, elles ont trouvé donc le filet. Et ce but est intervenu suite à une énième maladresse d'une joueuse lyonnaise dans la transition, dans la construction du jeu pour aller de l'avant. Selma Bacha qui a désonné en sortant donc de son aile du côté gauche pour aller vers le côté droit et qui a fait une très mauvaise passe à Diani, qui a été intercepté donc par l'équipe du Bayern. Et ça a permis à Clara Boule de se construire son but toute seule. Elle a eu besoin de personne pour aller fusiller donc Christiane Handler et permettre à cette équipe
allemande de rêver, pourquoi pas, à une possible qualification en demi-finale. Tout était possible à partir du moment où le Bayern avait pu marquer le premier but. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'avait indiqué Alexander Strauss, donc le coach allemand, en conférence de presse d'avant-match, en indiquant que l'équipe qui marquera le premier but donnera une tendance positive donc à l'équipe qui a été la plus audacieuse. Donc moi quand j'ai vu ce but, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? C'est cuit. Si on joue comme ça, c'est pas bon. Et j'ai vu l'OL d'ailleurs. Alors l'OL, quand vous regardez les stats, quand vous regardez les buts, vous vous dites cette équipe, elle roule sur le game. Elle a quand même une marge, y compris en Europe. On a affronté Wolfsburg, on a affronté l'AS Rome, on affronte le Bayern en ayant un ballottage favorable de 2 buts à l'aller. On reçoit à la maison, mais il y a parfois, il y a des moments euh, comme ça, sans qu'on comprenne pourquoi, les joueuses jouent avec la peur au ventre, ont du mal à construire, ont du mal à se faire des passes simples, à mettre du tempo, à mettre du rythme dans le match, de l'intensité. Et ça arrive également en première ligue Arkema. Mais le fait qu'on ait une telle marge, souvent on se reprend dans le match et on arrive à faire la différence de façon spectaculaire en marquant beaucoup de buts. Mais ces moments-là existent. Et plus on va s'approcher du sommet, et plus ces moments-là seront difficilement, comment dire, surmontables. Ou en tout cas, si vous vous trouvez, par exemple, en demi-finale, ou même en finale contre des équipes comme Chelsea, contre Arsenal, contre Manchester City, contre le Barça, eh ben, je pense que là, vous vous ferez punir et vous n'aurez pas la possibilité aussi facilement de changer les choses. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'OL a des possibilités incroyables, a des joueuses incroyables, a un jeu protéiforme, elles peuvent jouer en contre-attaque, elles peuvent contrôler le ballon, jouer avec une domination en faisant des petites passes courtes très haut sur le terrain. Elles sont capables de tout ça. Elles sont capables de proposer différents profils de jeu. Mais elles sont aussi capables de montrer une certaine fébrilité qui peut être vraiment handicapant à un certain moment, à certaines hauteurs, à un certain niveau. Donc quand on s'approche comme ça de plus en plus de cette Coupe d'Europe, il faut être concentré du début à la fin. Il faut montrer aucune faille du début à la fin. Donc là, cette première mi-temps est venue rappeler quand même tout ça à cette équipe de l'OL parce que la deuxième mi-temps, alors là c'était le jour et la nuit par rapport à la première mi-temps, où là on a eu un réveil spectaculaire des Lyonnaises qui ont pris le jeu en main de la première minute à la dernière minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps, qui a fait que l'OL a gagné ce match dans les grandes largeurs, puisqu'elle a marqué 4 buts en deuxième mi-temps, et d'entrée de jeu grâce à l'inévitable Melchi du Mornay, donc grâce à un super centre de, de, de Diani, bien évidemment. Donc un centre parfait de Diani sur la tête de Melchi du Mornay, donc qui permet à l'OL de repartir sur de meilleures bases. Et ensuite, ça, ils ont déroulé, hein, donc 54e, une erreur défensive parce qu'elles savent mettre aussi la pression sur les défenses. Quand on affronte l'OL, il ne faut pas faire d'erreur, sinon vous vous faites punir derrière. C'est ce qui s'est passé avec Gwyn, qui a un peu trop poussé le ballon dans la surface de réparation, qui permet à Diani, qui n'en demandait pas tant, de marquer le deuxième but de l'Olympique lyonnais. À l'heure de jeu, une contre-attaque 100% à l'image de l'OL, avec Melchi Dumornay qui lance dans la profondeur, Diani qui fait un centre encore une fois parfait, donc 2 passes décisives pour Diani dans ce match, et une passe merveilleuse pour Tabitha Chawinga qui n'a plus qu'à marquer dans le but quasiment vide, ou en tout cas délaissé par Gross. Voilà, ce qui permet à l'OL vraiment de dérouler encore plus derrière,
Ça a été à partir de là la déconfiture allemande. Et finalement, dans les arrêts de jeu, avec les remplacements, on a ce but, ce 66e but en Ligue des Champions de Ada Egerberg. Je vous invite à aller voir ce but qui vous montre tout l'aplomb qu'a cette joueuse devant la cage. Avec ce- ce petit coup de patte qui permet de marquer le but en faisant un petit pont en plus à la gardienne. Rien que ça. Une Ada Hegerberg, comme je l'ai dit au préalable, qui, qui revient bien, qui revient fort, qui est fit, ça se voit, hein. Elle est vraiment fit, elle est en forme. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais. Alors, le Bayern qui courait après sa troisième demi-finale, eh ben, ça sera pour une autre fois. Mais c'est vrai que au travers de cette déconfiture allemande, on se rend compte que tout le football allemand est plus à la page comme il l'était dans les années 2000, voire même 2010, avec l'avènement de Wolfsburg au début des années 2010. Maintenant, d'autres championnats ont supplanté l'Allemagne, hein. On a toujours la France, grâce à l'OL notamment, un petit peu le PSG, mais grâce à l'OL. On a l'Angleterre avec ses gros clubs qui arrivent, l'Espagne, bien évidemment, avec le Barça et puis le Real de Madrid, qui va jouer le quart de finale contre le Arsenal, qui va jouer, enfin, qui l'a joué, hein, puisqu'Arsenal a été qualifié, qui a joué le quart de finale contre. Voilà, donc l'Allemagne perd du terrain au niveau du leadership européen. Et c'est plus qu'une tendance, hein, parce que voilà, le Bayern s'arrête en quart. Je pense que Wolfsburg, aujourd'hui, va perdre contre le Barça, hein. Ils ont perdu 4-1 à l'aller. Je ne vois pas comment ils pourraient rattraper ce retard. Donc on a deux équipes allemandes qui sortent comme ça prématurément des Coupes d'Europe dès les quarts de finale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le déroulé du match. C'est le conseil de classe, c'est l'heure de noter les joueuses. Alors pas toutes les joueuses, hein, bien évidemment, celles qui sont ressorties du match. On va commencer par la ligne d'attaque. On va se faire plaisir. Donc les attaquantes lyonnaises, Melchi Dumornay, Tabitha Chawinga et Kadi Diani. Je les mets dans le même sac parce que je vais leur mettre la même note aux trois. Je leur mets la note de 8 sur 10. J'aurais pu mettre la note de 9 sur 10 s'il n'y avait pas eu cette première mi-temps catastrophique. Après, quand on regarde la première mi-temps, elles n'y sont pas pour grand-chose. Dans le fait que Lyon a déjoué ou n'a pas joué du tout. Elles n'ont pas reçu de ballon ou très très peu à négocier et souvent pas dans les meilleures conditions. Donc à partir de là, c'était difficile pour elles d'exister. Surtout qu'en face, encore une fois, le Bayern avait mis un pressing tout terrain, de l'intensité, comme je l'ai dit pour la première mi-temps, ce qui était vraiment très difficile pour elle, eh ben, de faire quelque chose de positif en première mi-temps. Mais je leur mets la note de 8 parce que en deuxième mi-temps, elles ont marqué les trois, elles se sont trouvées, elles se sont faites des passes, elles ont été dangereuses de bout en bout. Deuxième but donc pour Chawinga, donc les deux buts contre le Bayern, un à l'aller, un au retour, donc c'est de très bon augure aussi pour la suite. Chawinga, parce que j'ai vu qu'elle était la joueuse la mieux payée de Première Ligue Arkema, ça m'a étonné parce que techniquement parlant, pour moi, c'est pas la joueuse la plus talentueuse. C'est une joueuse qui a du talent, qui est capable de marquer des buts, beaucoup de buts, qui a souvent été d'ailleurs la meilleure buteuse dans les clubs où elle est passée, hein, que ce soit en Chine, en Italie, en France, au PSG notamment. Elle a souvent été même la meilleure joueuse du championnat, donc ça veut dire quand même quelque chose. Mais de là à ce qu'elle truste la première place aux joueuses les mieux payées de Première Ligue, elle doit avoir un bon agent. Bravo à elle. En tout cas, elle a marqué deux buts en Ligue des Champions, c'est très bien et c'est de bon augure pour la suite.
Melchi Dumornay, donc qui marque son quatrième but en Ligue des Champions. Melchi Dumornay qui marque but sur but, qu'on a 19 ou 20 buts, toutes compétitions confondues. Euh, voilà, donc ça pose la joueuse, une joueuse incontournable, indispensable à l'OL. Donc il marque là son quatrième but en Ligue des Champions. Et enfin Diani qui met deux passes décisives et qui marque donc Melchi Dumornay qui a fait une passe décisive aussi, hein, un but, une passe décisive, la passe décisive à Ada, faut pas l'oublier. Donc Diani qui met deux passes décisives et qui marque un but. Voilà, Diani qui est à 5 ou 6 buts, donc a rejoint Perny Harder euh, au rang des meilleures buteuses dans cette compétition européenne. Voilà, donc les trois méritent la note de 8 sur 10. Je vais mettre la note à Marozan, Jennifer Marozan et Lindsay Ips, alias Oran, Lindsay Oran. Je vais mettre la note de 6 sur 10. Et là encore, je suis gentil parce que euh, Marozan, là, ça fait énormément de matchs. Je crois qu'elle est vraiment dans un creux. J'ai vu qu'Egurola aussi était pas au top de sa forme. Techniquement, ça, ça s'est ressenti. Et quand ces deux joueuses pêchent techniquement, c'est l'ensemble de l'équipe qui est fébrile. Ça, c'est sûr. Et bien sûr, parce que le milieu de terrain, c'est le cœur du jeu. C'est là où tout se fait et se défait. Donc, c'est tout à fait normal que l'ensemble de l'équipe s'en ressente au niveau technique quand les deux joueuses, les deux leaders techniques sont à la ramasse. Marozan un peu plus. Et Lindsay Ips, pour moi, c'est pas une joueuse de milieu de terrain. Alors, elle déménage, elle est beaucoup sur les duels physiques, effectivement. Je crois qu'elle aime ça, il n'y a pas de souci. Mais techniquement, pour faire le jeu, parce que là, elle était censée être numéro 10, ça ne le fait pas. Pour moi, cette joueuse, elle doit jouer en 9,5, je l'ai dit et redit. Dans la surface de réparation, c'est là où elle est la meilleure. Voilà, donc je mets la note de 6 sur 10 donc, à Lindsay Ips et à Jennifer Morozan. Et enfin, je vais mettre la note de 8 sur 10 à Wendy Renard, qui a été... alors, elle fait pas tout bien parce que la construction démarre quand même de l'arrière et qu'en première mi-temps, si on a été autant, si l'OL a été autant dans le pétrin, j'allais dire, au niveau du jeu collectif, il le doit en partie quand même aux défenseurs qui sont les premiers relanceurs. Et souvent, Vanessa Gilles aussi, je peux la mettre dedans. Euh, Souvent, Vanessa et Wendy Renard ont tendance à jouer côté fermé quand il faut aérer le jeu et chercher plutôt du côté ouvert. Et, euh, et voilà, donc ces joueuses-là ont joué un petit peu à l'envers dans la construction du jeu, mais il n'empêche, Wendy Renard a quand même assuré défensivement. Elle a été de jouer franchement un match de classe mondiale. Et je me souviens de cette action en fin de match où elle court après Léa Scholler, donc, qui venait d'entrer en jeu, qui était fraîche. Et Léa Scholler qui avait pris l'avantage sur Wendy Renard, mais à la fin de la course, Wendy Renard a quand même pu récupérer le ballon au nez et à la barbe de Léa Schuller, ce qui montre qu'elle est aussi en très très grande forme. Donc ça aussi c'est très très bien pour la suite. Après côté allemand, je vais mettre la note de 3 sur 10 à Perny Harder. Je trouve elle est passée au travers du match. Je crois qu'elle a un traumatisme vis-à-vis de l'OL parce qu'elle n'y arrive pas face à cette équipe. Elle n'y est jamais arrivée. Et je me demande même si elle a marqué un but contre l'OL. Elle a dû marquer un but quand elle était à Wolfsburg, mais j'en suis pas sûr. Mais son bilan est plus que famélique face à l'octuple champion d'Europe. Voilà, c'est un adversaire qui plaît beaucoup à l'OL. Et c'est vrai que Pernier Herder ne gardera pas de grands, grands souvenirs de cet Olympique lyonnais. Elle en fera, je pense, même des cauchemars. Pourtant, c'est une joueuse qui continue à marquer, hein, qui est là encore en haut du classement des buteuses dans cette compétition et qui a marqué un triplé, par exemple, ce week-end. Oh, excusez-moi les amis, qui a marqué un triplé ce week-end en Coupe d'Allemagne. Donc voilà, elle marque encore, c'est pas le crépuscule de sa carrière, loin de là. Elle a du talent, mais elle n'a rien montré à l'aller ni au retour.
dans ce match, donc il fallait le dire. Voilà les amis, je vais vous remercier. Et si vous êtes resté jusque-là, abonnez-vous, hein, encore une fois. Et sinon, je vous souhaite une bonne continuation. Profitez du beau temps. S'il fait beau par chez vous. Va va voum!